Que veux-tu? Que veux-tu? On va parler de Daredevil Born Again, évidemment. Les 2 premiers chapitres de cette saison 4 ou 1 de Born Again vont être évoqués aujourd'hui. On va en parler avec des spoilers et avec des images, mais ne t'inquiète pas, il y aura une partie sans spoiler qu'on va faire maintenant. Donc il y aura peut-être un timecode. Je ne sais même pas si la vidéo sera longue, mais étant donné qu'on a eu l'occasion de voir 2 épisodes, je pense que c'est nécessaire de prendre son temps, parce que je ne voudrais pas passer à côté de quelque chose d'important, pour le coup. Sachez que j'ai été invité par Disney, vous avez supposément vu mes stories ou non. Dans le cas où vous ne les auriez pas vus, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram en description, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On est là pour parler de Daredevil Born Again, mais je remercie quand même Disney de m'avoir invité, de nous avoir invités avec Clarux on Flux. Au-delà de ça, il faut que nous puissions prendre un petit temps pour parler de ce projet. Alors ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo qui sera une sorte de récapitulatif, alors non pas de toute la série, mais uniquement, on va dire, du projet qu'est Daredevil, Born Again, parce qu'il y a eu pas mal de changements, et je pense que c'est nécessaire de faire une update par rapport à tout ce que nous avions et ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'en vrai, il y a des choses qui ont été gardées, et notamment dans les 2 premiers épisodes. Sachez-le. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la journée. Parlons de cette série sans spoiler, bien sûr. Daredevil Born Again est une petite masterclass. J'ai trouvé que les 2 premiers épisodes étaient très bons. Alors, sachez qu'on n'a vu que 2 épisodes. Je sais qu'il y a beaucoup de médias, notamment aux États-Unis, qui ont tout vu. Donc, les 9 épisodes. Et sachez que nous, on n'en a vu que 2. C'est déjà très bien. Et pourquoi est-ce que je dis petite masterclass par rapport à ces 2 premiers épisodes? C'est parce que même si on est sur l'héritage, le Born Again, la renaissance de ce qu'était Daredevil du côté de Netflix, il faut aussi remettre certaines choses dans leur contexte, et on sent tout de même qu'il y a Disney derrière. On n'est pas vraiment sur la même organisation, les mêmes plans que sur du Daredevil sur Netflix, mais force est de constater que ça fonctionne quand même bien. C'est juste que, en termes d'ambiance, en termes de, on va dire, de décor, etc., on a l'impression, clairement, qu'on est dans un projet Disney, et pas dans un projet Netflix. Après, on est sur Disney+. C'est juste que, oui, on est sur une version qui semble être une suite par rapport à ce que nous avions eu auparavant, et c'est le cas, mais on sent qu'aujourd'hui, on a changé de studio. Alors, est-ce que c'est dérangeant pour vous ou non? Moi, ça ne m'a pas dérangé, je parle uniquement de l'ambiance générale, d'accord? Évidemment que Charlie Cox, ça fait vraiment du bien de le retrouver, et ce que je trouve assez particulier dans cet univers Marvel que nous avons là, c'est la manière dont ils ont de traiter certains personnages. Je vais m'expliquer. En gros, la série Daredevil Born Again est TVMA, donc elle est interdite au moins de... je ne sais pas si c'est 13, 15 ou 17, mais peu importe. Tout le monde ne peut pas regarder cette série parce qu'elle est violente. Mais pourtant, le personnage, on l'a vu dans Spider-Man No Way Home, qui est un film tout public. On l'a vu dans la série She-Hulk, où il était violent mais sans trop l'être non plus. Et on l'a vu également dans Echo. Et c'est un petit peu similaire, avec un petit peu plus de maturité par rapport à sa prestation dans She-Hulk. Mais ce n'était que des apparitions. Et ce que je trouve assez particulier, alors je ne sais pas si pour moi c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais je pense que c'est tout de même une bonne chose parce qu'on garde tout de même l'essence des personnages, c'est de voir justement Daredevil dans son projet solo être assez différent de celui qu'il était dans She-Hulk tout en faisant des connexions. Notamment aussi par rapport à Echo. Donc, je trouve que c'est assez fort et c'est là aussi où ça va m'intéresser, c'est qu'on le sait. Alors, bon, peut-être que, bon, je vais peut-être pas le dire même si on le sait, qu'il y a des personnages qui viennent d'autres séries qui arriveront dans cette série-là, qui n'ont rien à voir avec Daredevil, et à voir comment eux seront traités dans une série qui, pour le coup, est à des années-lumière, notamment en termes de maturité. Sans les nommer, Miss Marvel et Hawkeye. Enfin, pas les personnages, mais les séries, j'entends. Ne vous attendez pas à voir Hawkeye dans Daredevil, mais il y a quelque chose en lien avec Hawkeye
par rapport à Daredevil et aussi quelque chose par rapport à Miss Marvel dans Daredevil Born Again. Bref, en tout cas, pour l'essence, on en a parlé, il faut aussi revenir sur donc cet héritage qui est gardé. Quel plaisir. Notamment le générique, je ne vais pas vous spoiler, puisqu'on en parlera dans la partie sans spoiler, mais le générique, les gars. Je préfère 1000 fois ce générique à celui qu'on a du côté de Netflix, et celui du côté de Netflix, il est magnifique. Évidemment, c'est subjectif, mais le générique de la série Daredevil Born Again, et j'avais très peur. J'avais très peur que justement trop de choses ne changent, et force est de constater que ce n'est pas tellement le cas. Il y a évidemment, encore une fois, cette touche de modernité, mais en vrai, ça me va parfaitement. Il faut aussi revenir sur la musique. Le thème, la musique ambiante, etc. Je trouve que ça a un côté un peu légèrement punk, un peu pop rock. Tu vois, il y a une ambiance un peu années 2000 sur certaines musiques. Évidemment que c'est voulu, puisque ce sont eux qui ont choisi les musiques, mais je trouve que ça fonctionne extrêmement bien dans toute l'histoire en lien avec Daredevil, parce que ça dénote un petit peu, mais aussi on a ces chants, on va dire un peu christiques, qui sont... Oh, sans vous spoiler, la fin de l'épisode 2, avec la musique. D'ailleurs, on peut parler de l'épisode 1, 2, tout ça, ok, mais la fin de l'épisode 2 par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la meilleure scène, pour moi, de la saison. Alors, on a vu que 2 épisodes, mais par rapport aux 2 épisodes, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses aussi dans l'épisode 1, mais pour moi, la fin de l'épisode 2 tabasse l'épisode 1. C'est vraiment ce que j'attendais, et je l'ai eu. Et sincèrement, ce qu'il nous propose aujourd'hui avec Daredevil Born Again, c'est superbe. Après, oui, on reste tout de même sur une série Disney+, donc ça reste, on va dire, un peu particulier, notamment par rapport... Comment pourrait-on dire ça? À la manière dont ils ont de développer les épisodes. On sait qu'habituellement, les séries Marvel commencent très fort, ont un avant-dernier épisode qui est assez intéressant, et une finalité qui est souvent médiocre. Alors quand on parle de médiocre, ça veut dire en gros moyen médiocre, hein, pour ceux qui ne le savent pas. C'est pas genre, c'est vraiment nul, c'est que c'est moyen. Là où le développement, les épisodes entre le début et le milieu et la fin, sont un peu ronflants la plupart du temps, alors que la plupart du temps, on est sur des séries de 6 épisodes, et ils arrivent quand même à faire des épisodes filler. C'est ça qui est fou. Tu fais des épisodes filler quand t'as 24 épisodes dans une saison, pas quand on a 6. Mais bref. Donc, je ne m'emballe pas non plus. Je sais que si ça continue comme ça, c'est clairement dans mon top 3, et en vrai, je pense que ce ne sera pas 3e ni 2e, parce que, pour le coup, ça commence bien, mais je ne veux pas m'emballer trop non plus en me disant peut-être que la suite sera vraiment très molle, peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose, peut-être que le développement de certains personnages ne m'ira pas. Encore une fois, c'est totalement subjectif, et j'entendrai aussi totalement que vous, les 2 premiers épisodes, vous les trouviez nuls. Je l'entends, c'est en fonction des goûts de chacun. Peut-être que vous avez envie de retrouver ce qu'il y avait du côté de Netflix et que vous ne l'avez pas retrouvé. Peut-être que vous l'avez retrouvé, auquel cas vous êtes content ou pas content. Enfin, c'est en fonction des goûts de chacun. Moi, je sais qu'en voyant ce que j'ai vu la dernière fois, du coup, en plus de ça, on était dans des conditions assez particulières, puisqu'on était au Grand Rex, alors on l'a pas vu sur le grand écran, mais on l'a vu dans la salle, vous savez, Infinite, là, le truc un peu moderne, on va dire. Et de le voir sur grand écran, ça envoie du lourd. Après, c'est vrai que je ne sais pas comment ça rend du côté d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une télé, mais une scène dans la saison 1, je trouve qu'on aurait pu faire mieux. Et justement, sur ce qu'on aurait pu mieux faire aussi d'une certaine manière, ce sont les effets spéciaux. Alors, il n'y en a pas énormément, on va pas se mentir, mais quand il y en a, ce n'est pas au foufou. Voilà, après, ce n'est pas ce qu'on demande à une série telle que Daredevil, mais il y a une scène notamment, et si vous avez vu les épisodes, je pense que vous savez de quoi on parle, mais cette scène-là, j'aurais aimé un son particulier, et j'aurais aimé plus d'impact dans le montage, et j'aurais aussi, surtout, aimé, peut-être, des effets spéciaux, du coup, plus intéressants. Et donc, pour moi, le gros défaut de ces 2 épisodes, pour l'instant, alors, surtout sur le premier, parce que dans le deuxième, il n'y en a pas... Enfin, ce n'est pas utile d'en avoir, mais c'est ce côté des effets spéciaux qui, pour moi, est raté. Mais c'est minime, d'accord ?
on va dire que, admettons, si je devais noter ces 2 épisodes, pour moi, c'est du 18. Les deux points qu'on perd, c'est peut-être sur l'aspect un peu trop Disney-esque par rapport à ce qu'on avait du côté de Netflix, mais en même temps, je conçois qu'aujourd'hui, on soit sur une série Disney+, donc évidemment, il faut s'adapter, mais aussi par rapport aux effets spéciaux. Donc, en vrai, 18, donc 9 sur 10, ça me paraît bon. Je ne sais pas pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre une note sur ces 2 premiers épisodes dans l'espace commentaire. On a parlé pendant 10 minutes de cet épisode sans spoiler. Sachez qu'à partir de maintenant, on va parler de ces 2 épisodes, épisode 1, épisode 2, avec des spoilers. Donc si vous ne voulez absolument rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant. Que dis-je? Fuyez, pauvre fou. On va directement aller dans le vif du sujet, puisque la série, d'ailleurs, commence avec ce principe-là. On va directement aller vers ces 2 personnages-là. Foggy et Karen. Franklin, que dis-je? Mais il n'y avait que sa mère qui l'appelait Franklin. Cette scène est extrêmement importante. Le fait est qu'on avait prédit ça. On en avait fait des théories, je ne sais pas si vous vous en rappeliez, mais lorsqu'il y avait eu le trailer de Daredevil Born Again, on avait vu notamment sur la scène où le masque tombe, il y avait un corps. Et on avait analysé les photos de tournage et on s'était dit, c'est bizarre quand même que là il y ait Foggy, sur le trailer il y a un corps, et on ne voit plus Foggy nulle part. Donc, je pars du principe, à ce moment-là, que Foggy va mourir. Et Foggy est mort. On en a fait une vidéo, par ailleurs. Et on avait eu bon. Après, cette scène, elle est d'autant plus marquante. Alors, d'ailleurs, ça serait très intéressant de savoir si vous avez vu les 3 premières saisons. Parce que, peut-être que vous ne les avez pas vues, et auquel cas, le fait que son meilleur ami meurt, vous vous dites, bon, bah, ok, bon, je suis pas forcément trop attaché à lui. On l'a vu quoi? 5 minutes. C'est tout. Mais, pour ceux qui ont vu la série, les 3 saisons, vous en avez pensé quoi? Qu'est-ce que vous avez eu comme pensée lorsque vous avez vu cette scène-là, où il se prend une balle? Qu'est-ce qui est passé dans votre tête? Personnellement, je m'y attendais, parce que je me disais, bon, en vrai, c'est très plausible que ça se passe comme ça, donc je n'étais pas choqué, mais la manière dont ça arrive, là, pour le coup, je l'étais. Parce que ça arrive tellement vite. On est vraiment sur... Je saigne. Et je tombe. Et là, c'est très particulier. Là, ça envoie... Ça donne le ton, en fait. Et le truc, c'est que même dans la mise en scène, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans le bar... Alors, c'est une analyse que je fais, mais peut-être que voilà, c'est encore une fois subjectif. Peut-être que vous n'aurez pas la même perception des choses, parce que vous dites que ça ne veut pas forcément dire ça, mais autre chose. Auquel cas, je l'entendrai totalement. Mais quand on est dans le bar, en fait, tous les personnages sont filmés quasiment tous en gros plan. Et quand on a un gros plan, c'est pour insister, entre guillemets, sur la monstruosité. Par exemple, quand tu filmes un œil en gros plan, tu vois des choses que tu ne vois pas quand tu parles à quelqu'un. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était beaucoup utilisé à l'époque, qui est de temps en temps aussi utilisé au cinéma, de faire des gros plans pour montrer la monstruosité. Donc là, ça avait peut-être cet aspect-là pour te teaser le fait que quelque chose allait arriver. Parce que il y avait un montage assez rapide et en plus beaucoup de gros plans. Et lorsqu'on a aussi des gros plans, c'est pour te montrer que les personnages sont étriqués. Sachant qu'on est dans un bar et que le cadre de la caméra... j'ai bugué là. Mais que c'est compliqué. Que le cadre de la caméra, justement, se rapproche pour ne cadrer que ta tête à toi. Ce qui signifie que tu te sens un peu à l'étroit, comme si tu étais pris pour cible. Et du coup, moi, c'est comme ça que je l'ai analysé. Peut-être que ce n'est pas le cas. Mais donc, ça en vient à... on en vient à parler de ce personnage-là qui arrive pour tuer Foggy. Encore une fois, on avait dit que c'était lui qui allait le tuer. Donc, lui, c'est Bullseye. Pareil, si vous n'avez pas vu la saison 1, enfin, surtout la saison 3, peut-être que vous n'êtes pas forcément familier avec ce personnage-là. Mais par rapport à Foggy, quand tu le connais depuis les 3 saisons, tu te dis « Ah ouais, ça fait mal. » Ça fait mal parce qu'en plus de ça, c'est un mec qui a toujours été droit, il a toujours été gentil, ça a toujours été un bon gars. Et d'ailleurs, vous voulez une anecdote de fou? Alors c'est pas foufou, mais en gros, vous savez quand j'ai passé les 100 000 abonnés, d'ailleurs encore une fois merci beaucoup, on a fait une vidéo, on a contacté des célébrités pour qu'elles puissent faire un petit message. Il y avait notamment la maman de Miss Marvel, il y avait Sprite dans Les Éternels, enfin bref, il y avait pas mal d'actrices et pas mal d'acteurs. Sachez que j'ai contacté l'acteur qui joue Foggy. Et en gros, il m'a dit qu'il aurait bien voulu, mais qu'il ne pouvait pas, parce qu'il allait tourner Alors il n'a pas dit quoi, mais il allait tourner quelque chose.
2 jours plus tard, tournage de Daredevil. Donc il n'a pas pu faire la vidéo parce qu'il allait tourner Daredevil. Voilà, je le dis comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, j'ai entre guillemets participé au tournage. Non. Mais voilà, c'était une petite anecdote, pas forcément extrêmement intéressante, mais sachez que normalement il aurait dû être dans la vidéo, mais vu qu'il allait aller sur le tournage de Daredevil, bah il n'a pas eu le temps de le faire. Mais donc on retrouve Bullseye. Bullseye qui n'est autre que celui qui se faisait donc passer pour Daredevil, qui avait des problèmes mentaux, on savait qu'il était suivi par une psychiatre, qu'il avait une enfance très compliquée, et en gros sa particularité c'est qu'il est très bon viseur. Il va pouvoir, admettons, te jeter une balle de tennis, la faire rebondir sur 3 murs, il va réussir à faire 5 rebonds parce qu'il aura imaginé qu'elle va faire 5 rebonds sur le sol, et après, boum, elle va se relever parce qu'elle va rebondir sur un caillou dans ta tête et tu vas être assommé. C'est le principe même de Bullseye, c'est que c'est un très bon viseur, limite meilleur que Hawkeye. Je ne sais pas, mais dans la manière d'être, tu vois, lui, en fait, il pourrait utiliser n'importe quelle arme. Là où Hawkeye, c'est surtout l'arc, même si on sait qu'il est aussi fort sur d'autres aspects. Mais lui, c'est sa particularité. Et justement, ce qui est aussi intéressant par rapport à cette scène-là, vous le savez très bien si vous avez vu les épisodes, c'est cette scène-là. C'est le combat, en fait, qu'il y a entre Bullseye et Daredevil. Donc ce combat en plan séquence. Alors tu me diras, ok, mais pourquoi ? Sachez que dans toutes les saisons de Daredevil, il y a au moins un plan séquence qui nous montre en fait un combat. Je crois que dans la saison 1, c'est Daredevil qui va essayer de libérer des otages. Donc on le voit passer de porte en porte pour aller affronter des ennemis. Dans la saison 2, il va essayer de sauver le Punisher. Dans la saison 3, et non, dans la saison 2, il y en a aussi un autre où c'est le Punisher qui est en prison. Dans la saison 3, ça va être du coup Daredevil, mais du coup sous les traits de Matt Murdock, donc il n'aura pas le costume, qui va être aussi en plan séquence pour aller affronter différents personnages en prison lorsqu'il va voir Wilson Fisk, si je ne dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, c'est un principe qui est dans l'ADN de Daredevil aujourd'hui. Donc le fait d'avoir, dès la saison 1, l'héritage, c'est-à-dire d'avoir plusieurs personnages qu'on avait déjà vus auparavant, d'avoir ce principe de plan séquence, ça fonctionne bien. Après, est-ce que le plan séquence est un vrai plan séquence ? Non. D'ailleurs, j'ai vite fait calculer, le plan séquence dure 4 minutes 15. En gros, il dure de 9 minutes 3 à 13 minutes 18. Si mes calculs sont bons, ça fait 4 minutes 15. Ce qui est très 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 fort pour un plan séquence. Alors évidemment, c'est un faux plan séquence. Qu'est-ce qu'un faux plan séquence en gros ? Déjà, un plan séquence, qu'est-ce que c'est ? C'est un plan qui ne s'arrête pas. Il n'y a pas de cut, il n'y a pas de coupure. Et là, dans le combat, vous avez vu, il n'y a aucune coupure. Sauf que c'est faux, c'est un faux plan séquence. On essaye de te faire croire que c'est un plan séquence, sauf que des fois, bah, tu vas avoir un personnage qui va passer devant la caméra, et donc ça va permettre de faire un cut. À un moment donné, tu vas voir qu'ils vont passer par une porte, donc l'écran va devenir tout noir parce que tu te rapproches de la porte, et après il ouvre la porte, mais entre le moment où il se rapproche de la porte et le moment où il l'ouvre, il y a un plan cut qui te permet du coup de te dire, bon ok, là on va mieux se réorganiser, là la lumière, etc. C'est très compliqué de faire un plan séquence, mais je trouve qu'il est plutôt bien chorégraphié. Il n'est pas à la hauteur, je pense, des autres plans séquences qu'on avait déjà eu du côté de Daredevil, pour la simple et bonne raison que là, on n'a que 2 personnages qui s'affrontent, alors que dans la saison 1, on a Daredevil contre 10 personnes, dans la saison 2, on a Daredevil contre 15 personnes, dans la saison 3, on a Daredevil contre 15 personnes aussi, et du coup, bah là, c'est un 1 contre 1. Mais je trouve que c'est très beau de l'avoir fait, et en plus de ça, ce réalisme dans les coups, c'est-à-dire que c'est pas... on va dire, un projet où tu vas avoir un super-héros qui va combattre, et après il dit, attends, là ça fait bien 4 heures que je combats, j'ai un point de côté, attends, juste on fait une pause. Non, là c'est, on donne un coup, on s'en reprend, on arrive, on va dire, avec beaucoup de complications à se relever, on essaye de suivre aussi un peu les personnages, etc. La caméra aussi nous aide à se mettre à la place avec ce côté un peu où on tangue, etc. Ça, c'est vraiment bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas le meilleur qu'on ait eu du côté de la série Daredevil de manière générale, mais c'est un très bon plan séquence. Donc oui, pour moi, le combat fonctionne extrêmement bien. Aussi, là où on peut aussi revenir par rapport notamment à ce début d'épisode, c'est les pouvoirs. Parce que c'est vrai qu'on oublie souvent que Daredevil, oui, c'est un très bon combattant, mais il a des facultés particulières. Il a été soumis à des radiations, enfin pas des radiations, mais à un produit chimique qui a fait en sorte qu'il a perdu la vue, mais tous ses autres sens ont été décuplés, et notamment l'ouïe. Donc il entend des choses. Dans la série Daredevil, on savait qu'il essayait d'écouter le battement des cœurs pour savoir si les gens mentaient ou non, mais
on va dire que c'était un peu tout. De temps en temps, il arrivait à entendre des choses de loin, genre les sirènes, etc. Mais on n'allait pas trop loin non plus. Là, dès le début, en fait, ça allie le combat avec est-ce que Foggy est mort? Parce qu'on entend le cœur de Foggy tout au long de cette scène-là, et justement, à des moments donnés, il se concentre. Et ça, c'est fort, parce que c'est dans l'épisode 1, mais c'est aussi dans l'épisode 2. Il utilise tout de même ses pouvoirs, même si il ne combat pas. Là, il combat, et en plus, en même temps de se combattre, il doit être concentré sur le fait de savoir si Foggy il est toujours vivant ou pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Pour le coup, ils ont vraiment réussi à bien représenter les pouvoirs de Daredevil, enfin, en tout cas les facultés, les capacités particulières de Daredevil, et d'en faire une certaine force et une certaine nouveauté, on va dire, parce que c'est pas quelque chose de novateur, parce que ça avait déjà été fait du côté de Netflix, mais je trouve que c'est mieux fait dans cette série que du côté de Netflix. Après, on verra comment cela évolue. Encore une fois, on n'en est que pour les 2 premiers épisodes. Vous vous rendez compte qu'on a parlé pendant 21 minutes de Daredevil, de tous ces personnages-là, mais on n'a même pas parlé de Wilson Fisk. Mais ne vous inquiétez pas, ça vient. On prend le temps de toute manière dans cette critique. Évidemment, comment ne pas revenir justement en parlant de Wilson Fisk sur ce générique. On en a parlé brièvement du côté de la partie sans spoiler, mais parlons-en vraiment là, maintenant. Ce côté des statues qui commence à s'effriter, la musique qui est vraisemblablement la même, bien sûr, mais en même temps avec un côté un peu plus lyrique. C'est génial. C'est sincèrement génial ce générique. Pour l'instant, en repensant aux différents génériques qu'on a déjà vus du côté du MCU, bah je crois que c'est l'un des seuls qui a un vrai générique. Après, il y a eu WandaVision, on va dire, sur certains... mais bon, c'était justement pour jouer sur le côté sitcom. Mais là, je crois... Alors, je pourrais pas vous dire si c'est le seul, mais je me souviens pas, par exemple, du générique de Hawkeye ou du générique de She-Hulk, si ce n'est d'avoir le logo de Hawkeye ou le logo de She-Hulk. Là, ils ont pris le parti pris, justement, aussi de reprendre la manière de faire. Avec ce générique qui dure, je sais pas, 1 minute 30, quelque chose comme ça, avec la même musique, encore une fois, un petit peu plus lyrique, et de faire quelque chose de minimaliste, et ça fonctionne parfaitement, parce que même si c'est minimaliste, on arrive à retrouver les personnages, on se dit, ah mais oui, lui c'est le Caïd, ah lui c'est telle personne, là on a la statue de la justice, etc. Ce générique est vraiment, vraiment très très beau, et je pense que, bah, je ne sais pas si c'est le seul qu'on ait eu, encore une fois, mais des souvenirs que j'en ai, c'est selon moi le plus beau. Après, vous allez me dire, bah forcément c'est le plus beau puisqu'il n'y en a qu'un. Mais, enfin bref, en tout cas, moi j'ai adoré ce générique, et je voulais vraiment prendre le temps de pouvoir en parler. Après, évidemment qu'il faut parler de Fisk. Il faut parler de Fisk. Fisk qui était, on va dire, décevant sur ses premières apparitions du côté du MCU, puisqu'il il est apparu 2 fois, en fait, il était dans Hawkeye et il était dans Echo. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que le jour de la sortie de l'épisode où on découvre le Caïd, donc c'était lors de l'épisode 5 de Hawkeye à la toute fin, où justement on a une photo de lui avec la mère de Kate Bishop, eh bien sachez que c'était le jour de la sortie de Spider-Man No Way Home. Alors vous allez me dire, bah et alors ça fait quoi? Ça veut dire tout simplement que le jour même, ou en France, parce qu'aux États-Unis le film est sorti le vendredi, mais en France, le jour où on a eu la sortie de Spider-Man No Way Home, donc le jour où on a découvert ou redécouvert Daredevil du côté du MCU, c'est le jour où on a découvert ou redécouvert Wilson Fisk dans le MCU. Les 2 projets sont sortis en même temps et ils sont apparus en même temps. L'un sur une photo et après il avait un rôle un peu plus conséquent dans l'épisode 6, et l'autre du côté de Spider-Man No Way Home en étant l'avocat de Spider-Man, en étant uniquement Matt Murdock. Et donc lui, on aurait pu se poser des questions, on aurait pu se dire, j'ai un peu peur, je ne sais pas, je n'y crois pas, je me pose des questions. Parce que justement, dans Hawkeye, il se fait il se fait en soi défoncer par Kate Bishop. Il se prend une balle dans l'œil par Echo. Miraculeusement, il retrouve toutes ses facultés. Sachant que c'est aussi le cas dans les comics, hein, on n'oublie pas. Mais dans Echo, il se fait aussi bully par Echo. Donc tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il va faire dans cet épisode-là? Enfin, qu'est-ce qu'il va faire dans cette série? Parce que là, il a perdu contre Kate Bishop, bon, qui était entraînée, mais en même temps, c'était une adolescente. Lui, on l'a déjà vu écraser des têtes avec une portière. D'adulte. Donc, encore une fois, c'est particulier. Pour Echo, bah pareil, elle l'a un peu mise à mal aussi psychologiquement, même si je trouve que c'était peut-être moins bien fait que ce qu'on aurait pu avoir en réalité. En tout cas, ce principe de Wilson Fisk
qui reprend du galon. Lui-même le dit, il était dans la tourmente, il a eu des problèmes. Justement, on te fait écho de écho. Il te dit que oui, sa protégée lui a mis à l'envers, donc forcément ça l'a touché. Aussi ce qui s'est passé par rapport à la fin de Hawkeye quand il s'est pris la balle dans la tête. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'il a dû être un peu mis sur le côté, il a dû se mettre en retrait. Et aussi, c'est ce qui va causer d'une certaine manière, eh bien, la relation un petit peu conflictuelle avec Vanessa. Vanessa, on va comprendre qu'elle l'a trompé, et lui dit en gros, bon, c'est pas grave, mais on va suivre quand même une thérapie de couple. On va suivre une thérapie de couple parce que, voilà, c'est nécessaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là où tu voyais Wilson Fisk gérer tous ses business, etc., aujourd'hui devient maire de New York, et de l'autre côté, eh bien, on va avoir Vanessa qui gère tous les business de Wilson Fisk, mais de la meilleure des manières. Et donc, le fait qu'il revienne, ça chamboule un petit peu tout, et donc, forcément, ça crée des petits conflits entre les deux personnages. En tout cas, j'aime beaucoup l'alchimie qui n'existe plus vraiment entre les deux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la psychothérapeute, supposément, la thérapeute plus, la thérapeute, j'ai dit la thérapeute, parce qu'en fait, je pensais en anglais therapist, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref. En tout cas, la thérapeute, c'est tout simplement la nouvelle relation amoureuse de Matt Murdock. Donc on sait qu'il va y avoir aussi pas mal de petites connexions par rapport à tout ça. Donc à voir comment ça pourrait être envisagé dans la suite de ces différents événements. Donc on va avoir Vanessa qui va gérer les business et lui qui va devenir le maire de la ville. Et d'ailleurs il faut aussi revenir sur cette scène-là où il est sur la route et il y a des embouteillages parce qu'il y a des travaux. Et parce qu'en gros il y a un trou, je crois. Et lui va venir et va dire, voilà, vous allez faire ça, toi l'ouvrier, viens là, allez, ça c'est prioritaire là, il faut que les gens passent, etc. Donc évidemment c'est un coup de com', mais aussi je voulais revenir sur cette scène-là. Pourquoi ? Parce que c'est une scène qui à la base était dans la série d'origine. Comment est-ce qu'on le sait ? Eh bien parce qu'il était... il y avait une photo qui avait fuité lors du tournage de la première saison, enfin en tout cas de la première version du scénario. Eh bien, il avait le même costume, il avait la même position, donc cette scène-là en fait a été tournée à l'époque. Et ils l'ont gardé. Encore une fois, tout n'a pas été jeté par rapport à ce qui avait été fait du côté de la série sur Netflix, enfin, du côté de la suite de la série sur Netflix, donc qui n'était pas une suite puisqu'on partait du principe qu'il y avait beaucoup de changements. D'ailleurs, encore une fois, on en parlera tout à l'heure. Et du coup, ils ont quand même gardé pas mal de petites scènes qui auraient dû ne pas être gardées. Voilà. Au-delà de ça, donc on a parlé de la relation avec Vanessa, évidemment qu'il a cette fonction de maire qui est très intéressante, puisque justement, il va y avoir ce dialogue avec l'un des chefs de la police, où en gros le chef de la police ne suit pas du tout ce que Fisk fait, il le déteste même, et Fisk va faire comprendre que, en fait vous savez que je sais où votre femme et votre enfant prennent leur glace, ce serait bête qu'il leur arrive quelque chose. Ce serait vraiment bête. Et donc, il y a encore une fois ce côté corruption qui arrive, et que j'adore du côté de Netflix, parce que c'est le principe même de Wilson Fisk, c'est qu'il se fait passer pour le bon samaritain, alors que c'est lui l'antagoniste principal. Donc ça, j'aime énormément. J'aime énormément voir cette montée en puissance, et même la manière dont la communication est axée par rapport à cette série, tu sens que c'est une série Daredevil, mais qu'on aura quand même, je dis pas du 50-50 sur Daredevil et le Caïd, mais bien du 70-30 ou 65-35, c'est très précis. Donc, c'est quelque chose qui, moi, me plaît, parce que je trouve qu'en plus de ça, l'acteur, il joue vraiment bien. Le Caïd, pour moi, c'est lui, hein, dans ma tête, c'est Vincent D'Onofrio. Donc, c'est cool aussi de le revoir. En tout cas, oui, ce Fisk-là est très intéressant. En fait, ce qui est cool aussi, c'est que c'est une force tranquille. C'est pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. Il est là, il est maire, mais il n'agit pas. Il n'a pas de combat ou de choses comme ça. Là, il est surtout dans l'observation. J'apprends à être maire, je fais ci, je fais ça, mais en même temps, on n'est pas dans l'affrontement. Et ça, c'est aussi une autre facette de Wilson Fisk que j'aime beaucoup. Donc peut-être que ça va un peu le réveiller. On verra. Après aussi, c'est vrai qu'il y a aussi alors c'est pas un podcast, mais cette émission qui est tenue par la fille ou la nièce de Ben Urich, qui a été notamment tuée par Wilson Fisk. En tout cas, ils l'ont fait tuer. Et en fait, on va avoir ce podcast-là, et ça, c'est peut-être aussi un défaut, c'est que
elle va interviewer pas mal de personnes dans les rues de New York, mais ces gens-là ne parlent que de Daredevil. Ils disent oui, Daredevil nous manque, on n'a plus, c'est plus sûr depuis qu'il n'est plus là et tout. Mais en vrai, il n'y a pas que Daredevil à New York. Il y a Doctor Strange, il y a Spider-Man aussi, qui lui aussi est là pour sauver les gens. Donc c'est là où il y a une limite aussi d'une certaine manière sur les univers partagés. Sachant évidemment que lorsqu'il fait son discours, il parle de personnes qui tissent des toiles, enfin voilà. Ça fait référence à Spider-Man. Évidemment qu'il fait référence à Spider-Man. Évidemment, je crois que dans cette même scène-là, il fait référence au Punisher, si je dis pas de bêtises. Le Punisher qui est aussi à une scène, mais ça on en parlera, enfin une scène, en tout cas une mention. Mais on en parlera un petit peu plus tard. En tout cas, Fisk, très bon, je n'ai rien à dire par rapport à ce personnage-là. Je regarde vite fait si je n'ai pas d'autres photos. J'ai peut-être celle-ci, donc le dialogue entre les deux, où justement, ça va être du passif-agressif. Ça va être genre, moi, je ne suis plus Daredevil, mais en même temps, bon, si tu reprends tes activités, de toute manière, je serai là. Je te dirai pas comment, je te dirai pas pourquoi, mais je serai là. Et si tu files pas droit, en fait, ça met la pression parce que on sait que dans la saison 3 de Daredevil, il y a eu ce combat entre Daredevil et Wilson Fisk, et Daredevil a tout simplement détruit Wilson Fisk, à tel point que le tableau, un lapin dans la neige, là, je sais plus comment il s'appelle, un lapin blanc dans la neige, le tableau tout blanc là, il a eu une énorme trace de sang dessus, et ça montre un peu l'emprise qu'a Daredevil aujourd'hui sur le personnage du Caïd. Donc le Caïd sait qu'il ne faut pas trop se mettre Matt Murdock, on va dire, à dos, mais en même temps, c'est pas forcément c'est le cadet de ses soucis par rapport à tout ce qu'il a à gérer autour. Donc, là, ça peut être intéressant, notamment par rapport au combat final. Mais on verra quand ça arrivera. Au-delà de ça, évidemment qu'on a des nouveaux personnages aussi qui arrivent, au-delà de l'héritage qui est apporté entre la série Netflix et la série sur Disney+, il faut un peu revenir sur lui. Alors lui, vous l'avez peut-être vu dans la série... Mercredi, c'est Hunter Doohan qui a été casté dans dans Daredevil Born Again, qui justement contacte, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est le love interest de Daredevil, où justement on comprend qu'elle est thérapeute, et il lui dit qu'il a besoin d'elle parce que là vraiment il y a beaucoup de problèmes dans sa tête. Bref, on sait que lui, alors peut-être que vous ne voulez pas savoir qui c'est, auquel cas, bon, quittez la vidéo, ou en tout cas couper le son pendant les 5 prochaines secondes. Mais lui, attention, spoiler, c'est un personnage qui s'appelle Muse. Et Muse, en gros, c'est lui qui tag. Vous savez, à un moment donné, on voit un tag du Kingpin, avec une tête coupée en deux, enfin, en tout cas, un corps coupé en deux. Eh bien, c'est lui qui le fait. Et lui, en gros, dans les comics, c'est un tueur en série qui peint avec le sang de ses victimes. En gros, il les tue et après, il peint. Là, visiblement, ça serait pas forcément trop le cas. Enfin, en tout cas, on sait pas vraiment. On sait qu'il va y avoir une sorte de combat dans son atelier avec Daredevil. Et justement, comment est-ce qu'il pourrait peut-être surpasser Daredevil d'une certaine manière, en tout cas l'affronter, parce que là, on n'a pas l'impression que lui puisse affronter Daredevil, parce qu'a priori, il pourrait avoir des pouvoirs. Alors, c'est pas sûr, mais c'était à l'époque Can We Get Some Toast qui nous l'avait dit, qu'il pourrait avoir des facultés particulières. Mais en tout cas, lui, c'est un antagoniste. Alors je ne pense pas que ce soit l'antagoniste principal de la saison. Je pense que ça va être un peu un personnage type... je sais plus comment ça s'appelle. Peut-être qu'il s'appelait Billy, je ne sais plus. Mais vous savez, le personnage dans le Punisher. C'était dans Punisher? Oui, parce que c'était sur le... il était à la table ronde. Vous savez, celui qui creuse son bunker, etc., qui est vraiment traumatisé de la guerre et qui commence à faire n'importe quoi, qui commence d'ailleurs à commettre des attentats, etc. Donc là, j'ai l'impression qu'on est un peu sur pas le même développement, mais le même temps à l'écran. C'est-à-dire que ça sera un méchant un peu de côté, mais qui va servir peut-être à la suite de l'intrigue par rapport aux différents personnages. On verra jusqu'où ça va par rapport à lui, mais en tout cas, visuellement, ça a l'air d'être un personnage un peu perturbé. Mais bon, on verra. Évidemment qu'il y en a d'autres, des personnages très importants, puisque nous avons Hector Ayala, qui reste un peu énigmatique. Alors, il faut savoir que l'acteur, alors je n'ai pas son nom, mais il faut savoir que l'acteur, si je ne dis pas de bêtises, est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, lui, donc Hector Ayala, c'est donc le White Tiger, donc c'est une sorte de justicier, de vigilante, qui rôde dans les rues de New York pour sauver le maximum de gens possible. Alors, on ne sait pas s'il a des pouvoirs, en tout cas dans le MCU. Ce qu'on sait, c'est qu'il parle de son amulette, donc supposément que son amulette lui confère des capacités, en tout cas peut-être une force accrue ou je ne sais quoi. Mais en tout cas,
on n'est pas non plus sur un personnage qui va être comme le mec immortel, là, vous savez, dans She-Hulk. Ça va pas être un personnage comme ça va vraiment être un perso qui va essayer d'utiliser les peu de facultés qu'il a pour sauver le maximum de gens. Et justement, on va avoir cette scène dans le métro où il va voir qu'il y a quelqu'un qui se fait agresser par 2 personnes, et il va affronter donc une personne, cette personne qui va trébucher et se prendre un métro. Et en fait, on va comprendre que cette personne et l'autre qui attaquait un mec dans le métro, en fait, c'était des policiers. Et à partir de ce moment-là, bon, voilà, il va y avoir ce côté de... je suis ton avocat, donc, parce qu'on voit Matt Murdock qui est là. Donc, il va défendre White Tiger parce qu'il va comprendre que c'était bel et bien lui, puisqu'en gros, il va envoyer ses acolytes, entre guillemets, et ça aussi, je pense que c'est un peu... c'est la même mécanique, le même schéma que la série sur Netflix, mais on y viendra juste après. C'est que du coup, il va y avoir un policier qui aurait dû partir à la retraite, qui travaille un petit peu avec Daredevil, parce qu'il aura compris que c'était Matt Murdock, qui va aller chez Hector Ayala et qui va découvrir que c'est lui, le White Tiger, et c'est à partir de ce moment-là que Daredevil va essayer de l'aider, même s'il voulait déjà l'aider avant, mais en tout cas, là, il va se dire, bon, bah, il faut que je fasse quelque chose quand même. Et notamment ce côté de policiers qui mentent et qui, en plus de ça, donc le tabasse, alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire, hein, logiquement, mais voilà, il sait qu'il y a quelque chose qui se trame. Après, il parle encore une fois de l'amulette, etc. Et justement, le but de cet épisode 2, ça va être de retrouver le mec qui était agressé par les policiers, en tout cas qui subissait un contrôle un peu vénère, vraiment vénère, dans le métro. Et donc, c'est pour ça que Hector Ayala a agi, parce qu'il voulait sauver cet homme qui se faisait agresser par les policiers. Et en fait, on va avoir cette scène-là, où on va voir sur le poignet d'un des mecs le logo du Punisher. Et là, on se pose des questions. Là, on se pose des questions, on se dit, mais attends, mais comment ça le logo du Punisher? Le Punisher, c'est un mec qui gère des gens, qui agresse des gens comme ça dans la rue. Et au-delà de ça, ils veulent après le tuer, le témoin. Donc c'est ouf, quand même. On va en parler, ça. On va en parler de ça un peu plus tard. Pas forcément dans cette vidéo-là, mais pour moi, il faut en parler. Parce que c'est énigmatique. On voit le logo du Punisher avec un drapeau américain. Sachez que je pense qu'ils se sont aussi inspirés de ce qui a vraiment été fait. On me l'a dit, Clarkson Flux m'a glissé l'information. Il y avait bel et bien, alors ça on en parlera aussi peut-être dans cette vidéo-là justement, mais voilà, juste pour vous teaser, il y avait bel et bien des policiers qui se faisaient justice eux-mêmes et qui avaient le logo du Punisher tatoué sur eux. Donc ça a une part de vérité, ce sont des choses qui sont vraiment arrivées, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ah mais c'est pas fini, parce que je suis bête, il y avait le côté même mécanique, donc c'est vrai que avant de partir, voilà, la vidéo va faire 40 minutes, je suis désolé. C'est peut-être la plus longue vidéo qu'on ait faite pour une critique, mais avant de partir, il me fallait parler de la mécanique, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient, c'est-à-dire d'avoir d'un côté quelqu'un du côté de la police et de l'autre quelqu'un du côté du juridique. Et là, ce genre de plan, c'est totalement le genre de plan qu'on aurait pu avoir avec Ben Urich, notamment, avec genre ce genre d'informateur. Même dans la saison 3, vous savez qu'il y avait le policier, là, le lieutenant, je ne sais plus comment il s'appelait, mais qui lui aussi pouvait de temps en temps, alors pas collaborer avec Daredevil, mais il était pas non plus méchant. Et donc, on retrouve un peu cet aspect-là de on va vous donner des infos. Alors, évidemment que c'est quelque chose qui est commun dans tous les projets, mais c'est vrai que là, la manière dont ils ont de se donner rendez-vous, etc., on a vraiment l'impression que c'est un truc de fou, alors que personne ne sait que Daredevil, c'est Daredevil, enfin que Charlie Cox, qui interprète Matt Murdock, c'est Daredevil. Donc, en vrai, ils n'ont même pas besoin de se cacher. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de même... Enfin, il y a des mécaniques qui sont un peu similaires par rapport à la série de manière générale qui était présente sur Netflix. Donc on verra comment tout cela évolue. Est-ce qu'ils vont encore se baser sur ce qui a été fait du côté de Netflix, tout en modernisant à leur sauce, donc à la sauce Disney+. Je ne sais pas, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ces épisodes-là. Moi j'ai adoré, encore une fois, j'ai hâte de voir le Punisher s'occuper des policiers. Hein. Quoique, est-ce qu'il en fait partie? Non, spoiler, non, je pense pas. Mais on en parlera dans une autre vidéo qui arrivera soit aujourd'hui, soit demain. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, il y a aussi Mickey 17 qu'il va falloir qu'on évoque, et peut-être encore d'autres choses. Mais voilà, en tout cas, pour un avis global, j'ai adoré ces épisodes-là. Je trouvais que c'était vraiment bien écrit. Mais encore une fois,
Je connais Disney, plus. Je connais ce qu'ils sont capables de faire en termes de Marvel. On connaît ce qu'ils sont capables de faire. Donc oui, c'était bien. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a des choses qui peuvent être remaniées. Mais pour l'instant, c'est très positif. Mais on les connaît. Peut-être qu'après, ça sera moins bien. Peut-être qu'après, il y aura des fillers. Peut-être qu'après, il y aura ci. Peut-être qu'après, il y aura ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop de négatifs à dire, si ce n'est les effets spéciaux, même si on n'en voit pas beaucoup. Et peut-être, oui, cet aspect Disney+, qu'on ressent légèrement. Mais c'est tout. En vrai, pour la globalité, c'est excellent. C'est excellent. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent pendant 40 minutes devant cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau de Daredevil, mais encore aujourd'hui, parce que en plus de Mickey 17, on va supposément aussi parler de Daredevil, peut-être faire des... Alors je sais pas si on va faire la vidéo sur les détails, parce que j'en ai pas beaucoup vu. Je pense que je vais remater les 2 épisodes pour voir s'il y en a, et s'il y en a vraiment... Je pense que je vous ferai un petit quelque chose. S'il n'y en a pas, bon, écoutez, on passera à autre chose. Même s'il y avait la comédie musicale Rogers, mais bon, de là à faire une vidéo juste par rapport à ça, c'est pas forcément très utile. Je vous remercie beaucoup, encore une fois, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. En fait, c'est pas que j'avais oublié, c'est que j'ai mal appuyé sur le bouton. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo, encore une fois. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures, et d'ici là, passez une très belle journée.